Lançons-nous un petit peu sur cette analyse de l'épisode 1 de Daredevil Born Again saison 2. Je vous rappelle un petit peu, pour vous faire un petit point, pour savoir un petit peu où on en est. Ouais, alors, on va pas vous mettre du basket, c'est bizarre. Ça, c'était le récap. Yes. Donc, pour vous faire un récapitulatif un petit peu de comment s'est passée cette saison 1, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que la saison 1 était pas à la hauteur de nos attentes. Moi, j'avais été invité à un événement, j'étais trop saucé. On avait regardé les 2 premiers épisodes et donc du coup, on était sortis de là en mode: «C'est la meilleure série, c'est génial!» Même s'il y avait des défauts, notamment le premier épisode où clairement il y avait des effets spéciaux, on voyait ils avaient été faits, presque en stop motion tellement c'était bizarre et donc on a en fait appris après, même s'ils avaient, voulu nous faire croire que tout avait été refait, que, bah, en fait, non, tout ne s'est pas passé comme prévu. En gros, la toute première version, Daredevil, Born Again saison 1 était une version à la Ally McBeal. C'est-à-dire que c'était une série judiciaire, où on aurait vu, bah, Matt Murdock en Daredevil pendant, les 2 derniers épisodes, je crois, un truc comme ça. Tout le reste du temps, ça aurait été Daredevil en tant qu'avocat, enfin Matt Murdock en tant qu'avocat, bah, en fait, ça allait, complètement flopper, on peut le dire, parce qu'en gros, un avoir autant d'attentes sur le retour de Daredevil et de n'avoir qu'un seul, au final, avocat, ça n'a pas de sens. Ce qui s'est passé, c'est que au moment de la grève des scénaristes, et je vous en parle beaucoup, je sais, mais au moment de la grève des scénaristes, qui est un élément charnière dans l'histoire de Marvel, eh bien, ils ont décidé de tout couper. Et seulement, c'est là où ils ont fait aussi beaucoup de changements dans Captain America and, Brave New World. Et donc la série Daredevil Born Again. Seulement, ils ne pouvaient pas jeter à la poubelle parce qu'ils avaient tourné plus de la moitié de la série. Donc, ils ont viré toute l'équipe, ils ont engagé une autre équipe avec le showrunner Dadario, il s'appelle, je sais plus comment, Dadario. Et c'est un gars qui avait bossé déjà sur les séries Netflix, qui avait bossé sur. Euh, c'est plus la loi de Los Angeles que Ali McBeal. Il avait bossé notamment. Alors, on va regarder, mais. Pas Dadario, c'est. Comment il s'appelle? Dadario, Dadario, c'est pas la même personne. Showrunner Born Again. Comment il s'appelle? Daredevil Born Again. Scardapan. Dario Scardapan. Dadario. Waouh. Absolument rien à voir. Dario Scardapan. Qu'est-ce qu'il a fait, Dario Scardapan? Carrière. C'est lui, voilà, il a été scénariste et producteur exécutif sur The Punisher, mais pas que. Il a aussi, je crois, il a travaillé pas mal sur toutes les séries en fait Marvel sur Netflix, notamment. Il disait dans une interview qu'il avait bossé sur celle de Jessica Jones. Anyway, il a repris le truc, il a essayé de modifier un peu. On sent qu'il y a l'épisode du début et de la fin, enfin les deux épisodes du début et celui de la fin qui ont été réalisés par son équipe entièrement. Et après, tu avais d'autres éléments au sein de la série qui avaient été retravaillés, notamment l'ajout du Punisher qui avait refusé de venir en lisant le script parce qu'il avait dit: mais c'est quoi cette merde? Moi, je vais pas gâcher mon héritage avec ça, tu vois. Et donc, ils ont fait revenir au final le Punisher en lui promettant d'avoir sa propre série qu'il pourrait produire et écrire. Donc, très intéressant. Bon, ce qui fait que cette première saison était un peu malade parce qu'elle était entre deux trucs. On se rend bien compte que Muse avait été bah, un peu gâché, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose avec Muse. Il y a des grosses irrégularités tout au long de la saison. C'est assez perturbant. La saison 2, ils nous l'ont promis, elle sera 100% écrite par Dario Scardapan et ses équipes. On est sur une grosse prod là, on va à fond dans ce qu'ils ont fait. Oui, Alexandra Dada en showrunner. Ouais, bah, Daddario, on prend, hein. J'ai déjà rencontré Alexandra Daddario. Mm, 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 mm. Je crois que je lui ai dit que je l'aimais. C'était à Los Angeles pour un événement pour Baywatch. Voilà. Et, euh, Et donc, où je veux en venir? Voilà. Donc, l'épisode 1 est le pilote un peu réel de ce que aurait dû être
Daredevil Born Again. Et on va avancer un petit peu. Évidemment, on va pas se le regarder en direct, hein. Ça va poser des problèmes. On va se faire engueuler. Donc, on va essayer d'avancer s'il veut bien avancer. Mais j'ai l'impression qu'il veut pas avancer. Donc, on débute ce nouvel épisode avec une scène justement qui nous rappelle la saison 1, où il y avait déjà ce type d'épisode. Est-ce que je peux... Ouais, je peux pas avancer image comme ça. Ah, si, quand même. Avec un épisode qui s'appelle The Northern Star, qui est le nom du bateau. Attendez, je vais essayer de vous l'agrandir un peu quand même. Donc, on comprend bien que ça se passe 6 mois après. Alors certes, il y a 6 mois, il avait sa petite équipe là euh, avec Régine de la Conta et deux trois flics fatigués. Oui, je vais spoiler Daredevil, les amis. Là, hein. On est 2 jours après la diffusion. Clairement, on va spoiler, hein. Je préfère vous le dire. Euh, Donc, on se retrouve 6 mois après les événements de Daredevil Born Again saison 1. Pour vous rappeler, dans la saison 1, en gros, Daredevil apprend, enfin, Matt Murdock apprend lors d'un gala organisé par le maire où il est invité parce que sa petite amie est invitée, que ce n'est pas. Enfin, qu'en gros, c'est Vanessa qui a euh, orchestré l'assassinat de son ami Foggy. Il sait que Bullseye a réussi à s'échapper de prison, et donc il entend le fait que Bullseye va l'assassiner. Et étant donné que c'est un super-héros au grand cœur et catholique, il se dit qu'en gros, il ne peut pas sacrifier Fisk parce que ce n'est pas Fisk qui a fait cette condamnation. Et il se jette sur la balle pour protéger Fisk. Du coup, il se prend une balle dans l'épaule. Et le truc, c'est que Fisk décide quand même de lui envoyer son équipe pour le massacrer. Et donc, suite à ça, il est obligé en gros d'aller se planquer parce qu'il sait que Fisk, bah, maintenant, veut l'éliminer. Et on apprend que pendant ces 6 mois qui ont séparé la saison 1 de la saison 2, bah, le showrunner Dario Scardapan a dit qu'ils se sont beaucoup inspirés dans cette série de la résistance française. Ça vient pas de moi, ça vient de lui, hein. C'est-à-dire dans l'idée de sabotage, d'arriver à une petite équipe qui a pas beaucoup de moyens face à un géant. Donc à l'époque, justement, les Allemands versus la résistance française. Et en fait, on le comprend d'entrée dans cet épisode pilote, enfin pilote, ce premier épisode, puisque bah, l'idée, c'est de faire un sabotage d'une livraison d'armes. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et c'est très intéressant. On voit qu'il a laissé d'ailleurs dans, euh, dans une des caisses, il a laissé une montre pour entendre le tic-tac. Donc l'idée pour lui, c'est d'essayer de la retrouver plus tard. Je ne sais pas si le générique a évolué, j'ai l'impression, parce que je ne crois pas qu'on avait le caïd avant dans le générique. Bref, on se rend compte que les deux vivent dans une planque dans l'ancien. On savait pas avec les trailers où est-ce que c'était, mais c'est dans l'ancien bar de Josie où il a attaqué et Bullseye. Et donc, ils vivent dans une planque à l'intérieur. Apparemment, ils ont plusieurs planques, mais bon, voilà, ça c'est leur lieu principal. J'aime beaucoup, beaucoup les éclairages, j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui a été fait. Je trouve qu'il y a un vrai changement de réal, j'aime bien. Régine de la Conta, elle prend tellement cher avec toi. Grave, grave. Déjà dans la bande-annonce de Spider-Man, elle a pris une balle perdue. Bah ouais, vous connaissez une Régine de la Conta, vous? On entre dans la spoiler zone. Zone de tous les dangers, absolument. Si c'est le même générique, ok d'accord, j'ai pas fait la comparaison pour être honnête. On voit bien que le caïd est le caïd hein, maintenant, hein. Je trouve ça assez intéressant. Genre, ici dans cette scène, t'as vraiment le caïd parle, tout le monde se tait et on voit que même notre cher ami qui était sa conseillère aujourd'hui bah, se tait et dit juste oui quoi. On a clairement un retour. Alors c'est intéressant, moi j'aime beaucoup l'idée. Alors, oh là là, je vais faire de la suranalyse hein, les gars. Mais inspiré de la résistance française, ils auraient dû alors mettre une française dans le restaurant qui se fait raid par un fils. Ça aurait été un beau clin d'œil. Oui, bah après, ils vont chercher. Enfin, je crois que le bateau vient de Chypre, si je dis pas de bêtises. Il y a moins de règles à Chypre qu'en France.
Ta mère s'appelle Régine. Aïe, aïe, va falloir que je change de prénom alors. Clotilde de la Conta, Clotilde. Le retour du costume blanc, encore une fois, faut pas tout suranalyser, mais sachez que eux, ils le font quand ils créent un personnage et quand ils créent les costumes. J'aime beaucoup l'idée qu'on ait le maire à l'intérieur avec un costume blanc par-dessus. Il n'est pas encore tout en blanc, c'est-à-dire qu'il a encore son rôle de maire, mais la veste blanche vient tout dire. Le caïd prend le pas sur le maire. J'aime beaucoup cette idée. Ensuite, on a donc le nouveau personnage, Mr. Charles, on ne sait toujours pas qui c'est, mais qui est à Washington. Donc, c'est-à-dire, il reçoit un coup de fil. On imagine là que c'est un coup de fil de possiblement Valentina Allegra de Fontaine. Donc, ça veut dire qu'elle a vraiment une énorme influence aujourd'hui. Et ça va être. Je sais pas si ça va avoir un impact sur la suite, parce que dans Doomsday, je vois pas bien ce qu'elle va pouvoir faire, à part peut-être dire au Thunderbolt d'y aller. Intéressant aussi, c'est que le Bibi Report, qui était une voix de l'opposition de Fisk, a l'air d'être rentré dans le rang. C'est-à-dire qu'en gros, on comprendra par la suite que elle essaie tant pis pour ses convictions journalistiques. L'idée pour elle, c'est de s'immiscer pour pouvoir aider justement à cette résistance. Donc, elle est infiltrée, plus ou moins. Et on comprend bien qu'à chaque fois qu'ils sont, enfin, qu'ils font du sabotage, bah, au final, Fisk arrive toujours à retomber sur ses pattes. Donc, ils sont un peu en galère. Regardez-moi ça, si on n'est pas sur un vrai Fisk là. Hein? Dans son bureau, c'est le caïd, les gars. Et on va voir, je pense que sa tenue aura vraiment un énorme impact. C'est-à-dire que là, quand il est en représentation, je crois pas qu'il soit toujours en blanc. Il n'y a pas un moment où il parle à la presse, je sais plus. Non, c'est pas dans cet épisode qu'il parle à la presse. Ok. Très intéressante cette scène. De toute façon, les scènes avec Vincent D'Onofrio, c'est toujours un régal. Mais donc voilà, une scène où encore une fois il parle et il vient se faire intimider par les deux procureurs, si je dis pas de bêtises. C'est en gros des procureurs qui lui disent on va venir te faire la misère. Et d'un seul coup, on a Mr. Charles qui arrive, acteur qui va être, enfin franchement, un personnage assez cool là-dedans. On nous a toujours euh, montré, enfin, on sait qu'il y a deux nouveaux personnages qui ont été inventés pour la série. Mr. Charles ici, et on a aussi la gouverneure. Vous voyez, quand on a les deux procureurs qui viennent, ils viennent parler au nom de la gouverneure. Et ça va être une de ses ennemis, mais une ennemie politique. Donc en gros, lui, ça va être plutôt le Deep State, si on veut comprendre ça. Alors, je sais pas si vous connaissez cette notion du Deep State. Merci pour les nouveaux followers, les amis. Merci, c'est vrai que je vous le dis pas forcément, mais merci notamment sur Twitch. On vient d'atteindre les 2500. Cool, cool, cool. Très, très cool. Et donc, le Deep State, c'est en gros. Enfin, c'est même pas de la théorie du complot, hein, c'est réel, mais c'est en gros tous les gens qui sont là à manipuler le gouvernement aux États-Unis, et on sait que c'est une énorme machine, c'est-à-dire qu'en gros les présidents s'enchaînent, mais le Deep State, lui, ne bouge pas. Donc voilà, et on a la gouverneure qui va représenter peut-être un peu plus le peuple, moins dans le Deep State. Donc, au Texas, t'as vu Xavier Dupont de Ligonnès, vous avez des questions, vous. Mais j'ai vu passer l'info, oui. Euh, donc, personnages intéressants qui vont être en opposition. Je pense qu'il va être avec et contre Fisk. D'ailleurs, l'échange d'après, il est hyper intéressant, je trouve, ici, là, quand ils sont en train de discuter et d'avoir. Bah, en fait, on se rend compte que possiblement Mr. Charles est pire que Fisk, puisque Fisk, en gros, a cette notion qui est étrangement, c'est étrange à dire, hein, mais cette notion autour de la mafia, d'avoir un code d'honneur toujours, et de savoir qu'en gros, tu es respecté par tes hommes de main et par les gens qui t'entourent, par cette notion de code d'honneur, même si Fisk règne sur la peur, bah, Mr. Charles, lui, il représente l'ombre. Et il y avait un vrai truc derrière de se dire, euh, il s'en fout de qui meurt, il s'en fout de qui va blesser, lui, il est efficace, il est embauché pour ça. Et il est capable de sacrifier absolument tout le monde. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça met un vrai miroir entre les deux, avec justement Vanessa au milieu, qui est peut-être même entre les deux et qui va même, je pense, être fasciné par Mr. Charles dans sa manière de faire, puisque on voit que ce bonhomme qui est habillé comme un pêcheur a énormément plus de pouvoir que Fisk, et parce qu'il a quasiment aucune limite en vrai. Je trouve ça trop intéressant. Je pense que ça va être un personnage vraiment intéressant. Donc nous voyons
notre chère Karen de retour aux affaires dans un rôle un peu plus espion. Je trouve ça intéressant. Le retour aussi comment il s'appelle déjà? Monsieur Duquesne? Je sais plus, il a un nom français. Comment il s'appelle déjà? Mais donc on a l'ex-petite amie de Matt qui bah, du coup est rentrée, enfin pas au gouvernement, mais au conseil municipal de Wilson Fisk sur la santé mentale. Elle l'accompagne notamment sur l'idée enfin, elle le dit ça dans la première saison, l'idée d'avoir quelqu'un qui soit, enfin, qui soutienne la, la, la loi martiale anti-super-héros et qui, du coup, va décrire au public pourquoi et c'est des gens dangereux, etc. Et donc là, bah, lui, on le fait passer pour un justicier. Alors, on sait, on a vu les vidéos comme quoi il l'a été. Karen, on aurait pu s'en passer, je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis très content de ce retour. Jacques Duquesne, merci beaucoup. Jacques Duquesne, Swordman. Et donc, on voit qu'elle va faire son analyse psychologique. Et très intéressant quand même, cette scène où on la voit vriller et qu'on voit Muse qui apparaît derrière. Ah, attendez, tac. Le bad. Ça, j'aime beaucoup ce truc-là. J'aime beaucoup cette idée. En plus, on est sur un épisode où on a un bateau qui a chaviré. Je trouve le plan génial. On va l'avoir sombré. Je pense qu'il y a une vraie allégorie à ça. L'idée de l'avoir sombré psychologiquement petit à petit. Et donc, j'y avais pas pensé du tout. C'est vrai, quand j'analysais les bandes annonces et tout, j'avais pas du tout pensé à l'idée qu'elle va complètement sombrer, parce que moi je pensais pas qu'elle aurait un rôle si important. Mais la rumeur dit que ça pourrait bien être la prochaine Muse. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont tellement gâché Muse dans la saison 1 que. Oula, 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 dans quoi je me suis lancé? Qu'il se pourrait bien que elle devienne ce personnage-là. Donc je connais pas ce personnage-là, moi j'ai toujours connu le premier Muse, c'était celui-là dans les comics avec Daredevil. Et donc je sais pas exactement comment ce personnage-là féminin apparaît. Alors visiblement c'est beaucoup plus récent, là c'est dans les événements récents puisque c'est Daredevil qui est, c'est Elektra qui est Daredevil. Je lirai ça et je vous dirai. Je vous dirai. Mais je pense que oui, c'est quelqu'un qui est fasciné par le travail qu'a eu le premier Muse et qui va reproduire. Et donc c'est très intéressant de voir comment eux, ils vont faire en sorte que cette personnage devienne le personnage de Muse. Et je trouve que ça fait un truc assez intéressant en écho à la saison 1 où elle-même, en gros, fait de la psychologie auprès des gens qui ont eu des traumas depuis toujours. Et au final, elle tue quelqu'un qui a essayé de la tuer. Elle dit à Daredevil qu'en gros, elle n'avait pas eu besoin de lui et qu'elle se serait sortie toute seule, ce qui est faux. Ce trauma va la ronger. Je trouve ça trop cool. Euh, 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 euh. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne rumeur et je pense que c'est ce qui va se passer et je trouverais ça très très intéressant euh, à voir. On a donc le retour, bien évidemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette saison 1, on voit que tout le monde est corrompu finalement, puisque euh, on voit qu'à la mairie, l'assistante du maire est devenue corrompue. On voit que les gars qui étaient venus en découdre se sont fait corrompre en une seconde. On voit que la psy, qui est censée être une pro, s'est fait corrompre en une seconde. On enchaîne avec ce gars-là qui est le procureur. C'est-à-dire, en gros, le procureur, c'est le mec qui est le moins corruptible au monde. Donc, le chef des procureurs de New York qui vient proposer un poste à à son ancienne procureure, parce qu'elle, elle était procureure avant. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, un procureur, c'est l'avocat euh, du gouvernement. C'est-à-dire que quand personne porte plainte, le procureur, lui, peut attaquer au nom de l'État, de la ville, de ce que vous voulez. Et donc, bah, il sait qu'il a un adversaire coriace en face, donc il va essayer d'abord de la recruter. Puis ensuite, on va le voir. Tac, 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 tac. Ensuite, on va le voir, donc il n'est pas très confiant pour son affaire, et donc il appelle directement la psy pour la corrompre encore plus, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune éthique.
Et elle va carrément rayer. Enfin, ouais, carrément, elles sont dans l'alcoolisme et tout. Elle va rayer en gros une réponse en disant est-ce que tu es possédé par un esprit malicieux? Ce qui est un peu son cas à elle. Donc on retrouve ensuite Matt, on voit qu'il est avec son pote ici, on sent que ça va mal se passer pour son pote. Alors moi dans mon analyse j'avais pensé que c'était ici que c'était Cherry, parce que c'est vrai qu'ils ont un peu la même gueule à ce niveau-là. Tant mieux que ce soit pas lui, on va le voir un petit peu plus, mais on va voir pour combien de temps, je ne sais pas encore. Très intéressant ça. Très intéressant. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la saison 1, on avait les rapports de Bibi, mais on avait également un gars qui faisait. Alors je crois que c'était dans la saison 1, parce que c'est ce que ça m'a dit moi, mais il y avait un gars. Il faudrait au moins qu'elle gagne les pouvoirs de Muse comme dans les comics. Ah ouais. Et vous avez des nouvelles. Enfin, vous connaissez vous le personnage dans les comics? Elle fait du taekwondo, ouais. C'était un peu ridicule. C'était un peu ridicule. Marvel qui exploite mieux le Joker et Harley Quinn que DC. Ah, intéressant. Oui, donc on avait ce personnage qui faisait des espèces de podcasts dans la saison 1, si je dis pas de bêtises, un peu en mode copier-coller, un peu en mode années 90. Je trouvais ça très intéressant comme DA. Et j'ai l'impression que c'est lui qui refait ça. Donc on a Bibi qui est la version journalistique et il y a lui qui est la version satirique. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Il y en a toujours ces plans de New York qui sont trop, trop cool, je trouve. On voit notre cher ami assistant qui a eu une belle promotion. Alors, j'ai essayé de regarder parce que quand il lui dit ça là, hein, qui est dans le trust, qui est géré par Bug Cashman. Je sais pas si Bug Cashman, c'est l'homme de main de Fisk dans le MCU. Si, c'est lui, hein. Ah oui, d'accord, c'est lui. Ok. Parce que c'est un personnage que je connaissais pas forcément dans les comics. On peut pas connaître tous les personnages qui existent. Mais donc c'est bien l'homme de main de Fisk. Ok. Mais en gros, dans les comics, c'est ce bonhomme-là, là. Et ici, bah donc c'est ce perso. Ok. Ok, ok. Donc voilà. On comprend que Bibi, donc ensuite, elle est. Donc là, voilà, il y a les scènes de torture, good cop, bad cop, avec Buck, blablabla. Au final, c'est bad cop, bad cop. J'aime beaucoup cette scène justement entre Bibi et Karen. Je la trouve vraiment, vraiment cool. Après, je peux entendre Tombstone, on le verra un jour. Qui sait, peut-être qu'on le verra ici. Ouais, ce serait vraiment trop cool. Franchement, ce serait vraiment bien. Mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est les événements de cette série-là qui vont mener à l'avènement de Tombstone et pas l'inverse. Après, tous les caméos sont possibles, hein. Je pense vraiment aujourd'hui que tous les caméos sont possibles. C'est Bibi sous le fasque de Fisk aussi, non? Sous le fasque? Sous le masque? Ah, non, je pense pas. Après, t'as raison, t'as raison. Dans la saison 1, elle disait aux flics qu'elle ne publiait pas tout sous son nom. Absolument. Mais et on n'a jamais su vraiment où est-ce que ça allait tout ça. Donc on a ce truc là où elle apprend à se battre, ils sont amoureux, blablabli, blablabla. Et on a cette scène absolument incroyable. Donc là, on a retrouvé donc son pote ici, qui va sûrement aller avec Matt. Et on a cette scène assez folle avec non mais oh la tête du flic. Je suis un méchant. Bonjour. Bonjour, je suis méchant. Donc la task force qui viennent botter le cul de Cherry. Et la scène est absolument ouf, évidemment. C'est-à-dire qu'il se bat et notre cher Daredevil, il nous fait un traumatisme enfin une crise post-traumatique. Merci beaucoup Talos pour ton sub, trop cool. Il entend en gros Thierry faire une crise cardiaque, un arrêt cardiaque, ce qui va totalement le déstabiliser et le paralyser. De là, il se prend des grandes mandales dans la gueule, et là, franchement, la tension est à son comble.
Oula. Puisque les flics arrivent à le démasquer. Et cette phrase, je pense qu'on était tous au même truc de se dire, mais attends, mais comment il va s'en sortir? Mais comment il va s'en sortir? Avec le truc, mais c'est Matt Murdock! Et la scène d'après, bon, on l'a vu, hein. Grande patate dans. Enfin, grande bastos dans les chicots. Hop, on se la remet vite fait. Qui ne s'est pas dit à ce moment-là, le Punisher est là? Mais voilà, ouais, c'est ce que je vois. J'ai cru que c'était le Punisher. Moi aussi, hein. Alors que c'était évident que c'était Bullseye en vrai. Enfin, c'est évident. Je sais pas si c'était évident. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est le Punisher. Et s'ils avaient rien dit, on serait tous restés sur le Punisher. Au final, pas trop de déception. You're welcome. Évidemment, le petit Bullseye juste ici. On en parle du message sur le couteau, comment Matt va le lire. Est-ce que Bullseye, il sait que c'est lui le Daredevil? Je me souviens plus de ça. Bah si, ouais, sûrement, sûrement. En vrai, Bullseye, c'est bête de personnage, hein. Même dans les comics, c'est un énorme personnage. Mais j'aimerais le voir beaucoup plus psychopathe, en vrai. Parce que là, on l'a vu, personnage un peu dérangé, qui se fait manipuler et tout, mais j'aimerais vraiment le voir en énorme psychopathe. Ouais, bah écoute, Thierry, il est pas mort, là, on est d'accord, il est pas tombé. Il est en PLS, mais... il fait un arrêt cardiaque. De toute façon, il se tient la main, donc... Ah si, il tombe quand même. Ah, il tombe. Ah ouais, oh, c'est crade. Et en plus, il lui envoie le couteau pour rebondir sur le truc et qui. Ah, c'est génial. En vrai, je l'aime trop. Il fait un AVC, c'est un AVC quand on a la. Non, c'est une crise cardiaque quand on se tient le bras. Ouais, mais ils vont pas le tuer, je pense pas. Quoi que tu me diras, on le voit plus après hein, dans les bandes annonces. Je pense pas, hein. Ouais, il y a des chances qu'il canne. Ok, d'accord. Ou alors on va commencer l'épisode d'après avec Matt qui lui fait un massage cardiaque. Bref, bon, c'est cool comme ça, là. Je suis content d'avoir résolu ce problème avec Disney+. On se fera ça à chaque fois, je pense qu'on se refera une review. Est-ce que ça vous paraît... Enfin, c'était intéressant pour vous de refaire cette review? Est-ce que je vous ai juste fait un truc? Quoi qu'il arrive, on peut se dire que c'est assez intéressant, c'est trop cool d'avoir... Enfin, je trouve que l'ambiance est totalement différente. On nous en donne pas trop dès le premier épisode. Le premier épisode de la saison 1 était vraiment cool pour le coup, il était vraiment intense. Mais là, j'aime bien la manière dont ça tourne, je suis impatient de voir la suite. La semaine prochaine, on a 2 épisodes. Donc pareil, là, je pense qu'on se fera... On en parlera, je pense, un petit peu sans spoil dans la spoiler room du mercredi soir. Et nous peut-être vendredi. Pareil, je pense que le vendredi, c'est un bon jour pour faire ce genre de truc parce que si on a la spoiler room le mercredi soir, vous n'allez pas prendre le temps, enfin si vous êtes là à la spoiler room, vous n'allez pas prendre le temps de le regarder dans la foulée, les Daredevil. Alors moi je vous conseille quand même de les voir avant la spoiler room. Et, euh, et ensuite d'avoir par la suite, on se fera le vendredi à chaque fois la review d'épisode. Surtout que là il y en aura 2, donc voilà. Trop trop bien cette histoire d'ailleurs de 2 épisodes. Attendez, on va... Tac, je vais cacher ce truc-là, page internet, hop. Euh, on va revoir un petit peu là le planning. Je sais pas si on a les dates, les jours des épisodes. Est-ce qu'on a le truc d'Ardeville? J'ai pas l'image. Hmm. Oh, donc on va retourner dans les fils, on va voir. Mhm. Le visuel avec les dates, s'il vous plaît. Il date déjà, il a quelques jours. Daredevil! Ah, c'est celui-là que je voulais.
Alors, intéressant. On va regarder un petit peu ce qu'on a, les titres euh, des épisodes, voir si on peut retenir quelque chose. Mais moi, j'aime bien cette idée d'avoir la semaine prochaine 2 épisodes et on voit qu'ils ont fait ça. Alors, apparemment, c'est vraiment le 4 et le 8 qui sont absolument incroyables. J'essaie de pas trop écouter notre ami Julien parce qu'il les a déjà tous vus. Pourquoi vous voulez un petit vote? Vous voulez un vote pourquoi? On fait ça tous les vendredis histoire que je regarde la vidéo. Ce sera le vendredi, les gars. Ne vous inquiétez pas. Donc, Northern Star, donc ça c'était le bateau. Le Gloves Off, ce sera l'épisode de Fisk qui fait son combat de boxe. Et on commence avec The Northern Star et on finit avec The Southern Cross. Intéressant. Shoot to the Moon, c'est probablement un épisode centré. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. C'est peut-être pour ça. Donc je pense Shoot to the Moon, Shoot the Moon, c'est un épisode centré sur Bullseye, je pense. On va voir un peu ce qu'il en est devenu. Je pense que ce sera ça. The Scales and the Sword, ça veut dire que je pense que c'est l'évasion de Swordman. On a vu en fait, si on part du principe que Daredevil va créer une espèce de résistance où le but ça va être de rendre fou Fisk en essayant un maximum de faire euh, de la du je vais y arriver, de la résistance en mode euh, sabotage. Waouh, putain, il y a des mots, ils sont loin. Non, ce sera pas un épisode 100% sur Jack, mais je pense que ce sera un épisode où peut-être Daredevil fait échapper les personnes qui sont enfermées là-bas. Gloves Off, donc c'est donc l'épisode justement du combat de boxe. The Grand Design, ça va être, je pense qu'en gros, l'épisode du combat de boxe, ça va être le moment où le maire passe en Cade. Vraiment, 100%. The Grand Design, ça va être en gros, je pense, un épisode où on va voir quels sont les plans de Fisk. Hmm. Alors, je vous le dis, pour moi, l'étoile du Nord et la croix du Sud. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire quelque chose de Southern Cross? Est-ce que ça représente quelque chose? Ah, donc c'est aussi une étoile. Ok, donc il y a l'étoile du Nord, en gros, qui indique le Nord, et la croix du Sud, qui indique le Sud. Ok, intéressant, intéressant. Je connaissais pas. Donc c'est aussi lié aux étoiles. Ok. Bon, après, c'est très difficile hein, de dire tout ça, mais le requiem, c'est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, requiem? Je vais pas dire des bêtises, mais pour moi, c'est une rédemption. Ah non, c'est une prière, d'accord. C'est prière, chant pour les morts. Dans la liturgie catholique. Oh là là, ça va partir en cacahuète, je pense. Ça se trouve, c'est vraiment la mort de. Attends. Must Watch Daredevil, ok, ok. Et après, apparemment, selon Vincent D'Onofrio et l'acteur de Daredevil, j'ai oublié son nom évidemment, euh, les 2 derniers épisodes sont absolument incroyables. Donc je pense que ça va partir vraiment dans tous les sens. Et donc je vois bien, pardon, Matt Murdock finir en prison. Donc à voir. Je pense que ça va partir très loin, The Hateful Darkness. Je pense pas que Fisk va mourir. Je pense qu'il va perdre la mairie, mais pas mourir. On a vu tout à l'heure qu'il y a de grandes chances que on est à la fin de la série le retour de Luke Cage. Intéressant, l'acteur de Luke Cage a dit que quand on lui a posé s'il voulait revenir, donc il y a eu tout ce truc à chaque fois de oui, non, machin. Et à un moment donné, quand on lui a posé la question sur Jessica Jones, il a dit bah la relation entre Jessica et Luke est très toxique. Mais reste très proche et après il dit bah dans les comics ils ont un enfant etc. Donc à mon avis on a Jessica qui est là, à mon avis, ils sont toujours un peu amoureux avec Luc. Et elle va appeler Luc pour simplement prendre la suite. Prendre la suite. Et elle est non. Ok, en français. Vas-y, je suis chaud pour les voir en français. Je pense que ça va être juste des traductions, mais on sait jamais. D'accord. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. J'ai une annonce à vous faire. J'ai une petite annonce à vous faire. Attends, on va regarder ça.
Viser plus haut, la balance et l'épée. Ok, donc la balance, c'est pour la justice, sûrement, et l'épée pour Swordman. Coup pour coup, ok. Le grand projet, Requiem, sombre rancœur et la croix du Sud. Ok, ok, ok. Donc j'ai une petite annonce à vous faire, puisque vous allez peut-être me voir passer dans des pubs Disney+. Ça fait un moment que on est en train de travailler dessus, mais ça va se faire. Je suis actuellement le visage des séries Netflix sur Disney+. Alors le visage, c'est un peu pompeux de dire ça. Disons juste que sur toutes les pubs que vous allez voir sur les 3 prochains mois sur Disney+, c'est moi. Où je fais justement la promotion de Daredevil Born Again saison 2, je fais la promotion des 4 Fantastiques, je fais la promotion de Thunderbolt et je fais la promotion de Wonder Man. Ce qui est trop cool, c'est que quand ils m'ont proposé, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux mettre en avant sur Disney ⁇ et que c'est moi qui ai choisi les programmes, donc je suis trop content. Et donc on m'a rien imposé, j'ai fait mon script, j'ai fait mes trucs. Alors évidemment c'est Disney, donc il y a beaucoup de validation. Mais je suis très content. Ce sera sur Insta, TikTok, Facebook, voilà, tout ça. Donc très, 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 très content. Très content. Voilà, et on finira quand même ce truc-là le 13 mai par direct le Punisher. Donc ça veut dire que vraiment, je pense que les impacts qui va. Enfin, sinon, il ne l'aurait pas fait. Ou pourquoi pas, mais je trouve ça trop intéressant de finir cette saison 2 avec un special du Punisher où les gens vont forcément suivre. C'est hyper malin.